Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Docteur en psychologie et psychologue clinicien, spécialiste de l'individu et du collectif, Maxime Bellego a été au début de sa carrière conseiller national en organisation du travail chez Orange, où une vague de suicides avait révélé à l'occasion d'une vaste restructuration des méthodes de management ayant oublié de prendre en compte le facteur humain. Installé à Toulon, le praticien est également l'auteur du livre « Le travail est malade, il nous fait souffrir », préfacé par Boris Cyrulnik. Dans cet entretien, Maxime Bellego analyse les causes de la souffrance au travail, explique pourquoi le travail est malade et ouvre des pistes de réflexion et d'action pour que la quête d'efficacité et la course à la performance n'oublient jamais que le travail est avant tout géré et exécuté par des êtres humains. Maxime Bellego, comment définissez-vous la souffrance au travail et quels premiers signes doivent alerter de cette probable souffrance ? La question de la souffrance au travail, on s'est souvent demandé si elle était spécifique ou si simplement c'était un effet de langage de dire souffrance au travail versus souffrance privée. En vérité, il y a des déterminismes qui sont propres au travail, c'est-à-dire les exigences professionnelles qui sont très largement différentes des exigences privées, les ordres et contre-ordres qu'on n'a généralement pas dans sa vie privée, et puis un poids d'ordre financier parfois qui est vraiment propre au travail. Bref, un tas de déterminations qui sont tout à fait propres. Donc déjà, souffrance au travail, c'est tout un champ d'exercice propre. Ensuite, qu'est-ce que ça comporte ? Ça comporte très globalement la question de l'adaptation. Très globalement. C'est-à-dire comment on peut s'adapter à quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Ça va engendrer du stress. Ça va engendrer de l'anxiété sur des tout premiers niveaux. Et puis ensuite, on va pouvoir aborder les questions de burn-out, d'épuisement professionnel, de dépression et de suicide. Ou au moins de rapport au suicide. Ça, c'est la famille, on va dire, d'idées qui est regroupée là-dedans. Et dans les premiers signes qui sont à prendre en compte sérieusement dans tout ce champ-là, alors, pour ceux qui ont la chance d'être entourés, d'amis, de famille, c'est l'entourage qui va le dire en premier. C'est-à-dire ils vont déceler un changement, généralement une plus grande irritabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui est beaucoup plus impatient à la maison, qui est beaucoup plus impatient que les copains, qu'on voit moins. Ça, c'est un premier signe à voir. Et si on n'a pas la chance d'être entouré, ce qui arrive aussi, hélas, ça va être de voir avec soi-même sa capacité à comprendre des infos. On a une fatigue mentale qui s'installe, on comprend moins bien. Toujours cette question d'irritabilité qui est vraiment au centre du changement dans ce champ-là. Et puis cette espèce de cynisme qui s'installe progressivement, où ça c'est vraiment c'est l'idée qu'a développé Camus bien avant ce changement, mais c'est le à quoi bon ? Pourquoi je vais me lever ce matin pour aller travailler ? Donc ça c'est les petits indicateurs qui peuvent commencer à mettre la puce à l'oreille. On parle de la souffrance au travail depuis des décennies. Malgré les drames, les annonces et les promesses, la solution n'a toujours pas été trouvée. Pourquoi est-ce si compliqué ? On est sur deux plans, il me semble. Il y a la question du travail, et tel qu'il est organisé, et la question de l'individu, tel qu'il peut s'adapter à ce travail-là. Pendant ces 40 dernières années, malgré l'éclairage de l'équipe du Conservatoire national des arts et métiers, Christophe Dejour, Yves Clos, et toute la clique qui a énormément travaillé là-dessus, malgré tous ces travaux-là, on a continué de mettre le doigt sur l'individu et sur le fait qu'il ne soit jamais capable de s'adapter à la pression. Donc, il était trop sensible, trop stressé, si bien que 40 ans à parler des émotions, à parler du stress, à parler de l'inadaptation individuelle, fait qu'on est passé à côté de l'évolution du travail, qui lui continue de se tendre toujours, qui continue de perdre son sens, et qui, à la fin, donne une photo où finalement c'est la maison qui brûle et on reproche aux habitants d'avoir chaud. Au lieu de pointer du doigt les salariés qui se plaignent, vous affirmez que le travail nous fait souffrir parce qu'il est lui-même malade. De quoi est-il réellement malade et quelles solutions proposez-vous pour soigner le travail ?
Alors, le travail malade, c'est une approche qui a été développée, encore une fois, par les chercheurs du CNAM. Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont là-dessus, même beaucoup plus que ça. Et simplement, la vision clinique de l'individu était jamais mêlée à ça. Comment ça m'est venu, ce concept de travail malade, en englobant l'individu aussi à l'intérieur? Ça a été mon expérience chez France Télécom. Euh, France Télécom, du moment où cette entreprise a commencé à relever la tête, à embaucher plein de psy, plein d'assistantes sociales, ça, mais c'était toujours pas des réponses satisfaisantes. Donc à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On soigne la personne qui tombe, ou on regarde ce qui la pousse par terre. Et soigner la personne qui tombe, ça me va, c'est mon métier, je le fais volontiers, mais à un moment donné, on voit bien qu'on est inutile. Et on voit bien qu'on va nous-mêmes être submergés de demandes. Donc c'est pas réaliste. La question, c'est comment on peut réfléchir sur le système. Et le système, dans ce cas-là, c'est le travail, la façon dont il est organisé. Donc, chez France Télécom, quand on arrive à 10, 20, 30, 40 suicides, à un moment donné, on ne peut plus se dire que ce sont les gens qui sont inadaptés. C'est plus possible de se dire ça, puisque déjà humainement, je vois pas bien comment on peut respecter les familles déjà, des gens qui sont défunts. Et puis même, au niveau du raisonnement, ça se tient pas, il y a quelque chose qui manque. Donc avec cette vision-là systémique, on est un tout petit peu plus proche de la réalité et on arrive à des résultats qui sont un peu meilleurs, de façon très modeste, parce qu'il n'y a rien qui révolutionne l'histoire. Après, on verra peut-être un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qu'on propose dans la vision thérapeutique de ce travail-là? La question, c'est comme quand on reçoit un enfant en consultation et qu'on sait que c'est la famille qui est malade, on ne va pas axer toute l'énergie sur l'enfant et le laisser repartir dans sa famille qui est malade. C'est pas possible, on le fait plus comme ça maintenant. Il y a les thérapies systémiques qui sont passées par là, on joue plus comme ça maintenant. Donc, quand on reçoit quelqu'un qui souffre de son travail, en cabinet, on n'a pas la main pour aller voir ce qui se passe. Par contre, quand on fait du conseil aux entreprises, là, on a toute la main. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, moi j'appelle ça la cartographie du travail, mais on peut l'appeler autrement, dans le diagnostic organisationnel en général, qu'est-ce qui enlève du sens, qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui est énergivore, qu'est-ce qui fait qu'en gros les gens se sentent pas bien, déjà dans un premier temps. Et ensuite, peser le dysfonctionnement, le poids du dysfonctionnement qui expliquerait l'apparition de pathologies. Déjà, rien qu'un diagnostic, ça change la donne, puisque les experts du travail, c'est pas moi ou les autres intervenants, c'est les gens qui exercent le travail. Du moment où on a objectivé les problèmes, ils trouvent tout de suite les solutions. Enfin, pour moi, ça a toujours été ça le conseil. Le consultant n'a pas vraiment de solution à apporter. Par contre, sa plus-value, c'est dans l'objectivation de la difficulté, dans l'objectivation du diagnostic. Comment réagissent les dirigeants d'entreprise auxquels vous expliquez que leur méthode de gestion du travail et de ceux qui l'exécutent n'est pas la bonne? Moi, j'interviens dans deux contextes d'exercice. Le premier, c'est le contexte d'urgence. Il y a une situation qui est très critique. Il y a déjà eu un suicide, ou il y a déjà un très haut pourcentage d'absentéisme ou de dépression longue. Bon. Là, si vous voulez, l'interlocuteur, il est d'emblée concerné. Parce qu'il a une barque à remettre droite et donc il est d'accord pour recevoir le message. Dans les situations d'urgence, on communique relativement bien généralement. Et puis il y a d'autres situations un peu plus, je dirais un peu plus mondaines, on va appeler ça comme ça, qui sont à respecter aussi. C'est-à-dire des journées à thème, des choses comme ça, qui sont pas du tout, comment dire, motivées par un besoin, mais par une curiosité. Et là, c'est intéressant d'appeler tel spécialiste de ceci, de cela. Là, il y a comme une attirance sur le sujet, et à la fois une interrogation, pour le dire gentiment, de dire oui, bon, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais quand même, il y a des gens faibles aussi. C'est bien beau tout ce que vous dites, mais quand même, quand on suicide, c'est qu'on a un problème. Et c'est ce qu'on avait vu chez Orange, où ils ont mis beaucoup de temps à reconnaître les suicides comme accident du travail. Ce qui pose déjà une question de reconnaître un suicide comme accident du travail, mais n'empêche que pour la responsabilité de l'entreprise, c'était important. Pendant des années, le discours a été « Non mais s'il s'est suicidé, c'est forcément que ça allait mal chez lui.
C'est pas le travail qui a fait ça. Donc là, on réinjecte un discours qui est parfaitement bizarre, qui est parfaitement contre l'air du temps, de la suradaptation, du surhomme. Là, on est en train de nous faire croire qu'on peut s'adapter à tout, au confinement, à tout. En fait, non, on ne s'adapte pas. On se casse le nez de temps en temps, puis c'est bien normal, et c'est même sain, je pense. Vous aviez interviewé Boris Cyrulnik, je crois. C'est tout son propos, c'est toute son œuvre. De se dire à un moment donné, la résilience, elle est là parce qu'il y a aussi crise. S'il y a crise, c'est qu'il y a effondrement. Donc, on en retire plein de choses de ça. Donc voilà, 2 champs d'exercice. Dans le premier, ça va parce qu'on est au pied du mur et qu'on est bien obligé d'entendre certaines choses. Nota bene, certaines structures qui se relèvent de tout ceci ont la mémoire courte. Parce qu'une fois qu'elles ont sorti la tête de l'eau, on n'en entend plus parler. C'est fini. Donc, est-ce que le message est pérenne ? Pour certains, oui. Pour d'autres, avec l'accélération du travail actuellement, je ne suis pas certain, d'autant que j'ouvre une parenthèse, je ne sais pas si elle va vous intéresser, mais là, avec le confinement, il y a eu un gros ralentissement dans le monde du travail. Et toute la question, c'est de rattraper. Et qui dit rattraper, c'est d'aller plus vite avec tous les moyens. Certaines organisations font des choses super parce qu'elles profitent de ça pour justement être résilientes, pour créer. Et puis d'autres ressortent le fouet. Et là, en fait, on a tous les ingrédients d'un France Télécom bis. Donc, est-ce qu'on peut retenir quelque chose de France Télécom ? Oui, surtout maintenant, puisque les conséquences, on les aura d'ici 4-5 ans, le temps que ça se mette en place. Comment une entreprise comme France Télécom, qui emploie plus de 100 000 salariés, a-t-elle pu négliger à ce point le facteur humain ? France Télécom, c'est une réaction à la fois très très rapide, sur une réaction d'urgence, et à la fois un changement très long dans le métier. Pour ça, la question du métier, elle est vraiment centrale dans l'évolution du travail. France Télécom, c'est quoi ? C'est les PTT, l'entreprise française, le service public français, qui a fait le record de déploiement de lignes téléphoniques dans les années 70. Le record européen, je crois. En 10 ans, ils ont déployé toutes les lignes fixes. Ce qui fait que quand on était technicien chez les PTT, on était une élite. On faisait partie de ceux qui avaient participé à l'opération Delta LP. Ils avaient appelé ça comme ça. PTT, France Télécom, c'est un métier, c'est une maison de métiers techniques. Et puis petit à petit, il a fallu vendre ses lignes, il a fallu faire, donc c'est parti dans le commercial, mais ça, toutes les boîtes le connaissent. Simplement, il y a eu des rouages administratifs, des lourdeurs, des choses qu'on voit uniquement dans les très très grosses boîtes, qui ont fait qu'au bout d'un moment, le cœur du métier, ça marche, on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc déjà, les techniciens, pas si intéressant que ça sur la fin de PTT France Télécom. Ensuite, il y a une relance, mais sur la fin de PTT France Télécom, pas si intéressant que ça. Donc là, on est des années 70 jusque dans les années 90. Ensuite, une série de privatisations. Ça, c'est super important parce que c'est ce qui se passe partout en ce moment. Série de privatisations, mi-90, début 2000, d'abord partielle, ensuite quasiment totale. Et on arrive à une entreprise qui doit s'organiser comme du privé sur un brontosaure public. C'est encore brontosaure, je ne sais pas s'il n'y a pas plus gros comme dinosaure, mais un truc géant qui bouge très lentement. Alors les mauvaises langues et ceux qui ne savaient pas bien lire entre les lignes ont dit « Bah oui, s'il y a de la souffrance au travail, c'est qu'on demande aux fonctionnaires de travailler. » Et ça, c'est intéressant de le dire, c'est rigolo de le dire, sauf quand il y a des gens qui commencent à souffrir et à se suicider. Là, on peut plus en parler comme ça. Si bien que quand on a mis le nez là-dedans, on s'est aperçu de quoi ? Elle était au bord de la faillite. Il y avait un bilan qui était catastrophique. Donc il y avait un retard monstrueux. Le PDG de l'époque, Didier Lombard, qui a été jugé pour tout ça, donc on peut le citer, il n'y a pas de problème, a fait le pari d'une coupe budgétaire sans vision du facteur humain. Un euro est un euro, un franc est un franc, on va couper tout ça. Si bien que ça a été la gestion par fichier Excel qui a primé. La vision métier, on passe à côté. La vision de la conduite du changement, encore moins. Et tout ce qui est de l'ordre de comment les gens vont prendre tout ça, alors là, on était sur une autre planète. Ça a mis en lumière une chose très importante qu'on retrouve là,
c'est une entreprise qui est découpée en deux. Ceux qui dessinent le travail et ceux qui l'exécutent. Là, on est vraiment sur le modèle de Ford, en fait. C'est même pas Taylor, c'est le modèle de Ford. C'est très vieux, ça marche vachement bien si on veut produire des voitures ou des téléphones portables, mais pas quand on produit du service à la personne. Et en haut, là, alors en bas, ils avaient des techniciens qui étaient hors pair, mais en haut, ils avaient tendance à l'oublier, et surtout, ils étaient entre eux. Et ça, la psychologie sociale l'a vachement bien montré, qu'à la fin, quand on est dans l'entre-soi, eh ben, on a l'impression que toutes les décisions sont bonnes. Ce qui fait que personne n'a vu qu'ils couraient à la catastrophe. Si bien que quand on avait des premiers signes de suicide, d'absentéisme, mais monstrueux, comme on faisait bien les choses, il n'y avait pas de problème de se remettre en question. C'était forcément les gens qui avaient tort. Forcément, c'était les gens qui étaient un peu faibles, qui n'avaient pas bien compris le message, qui n'avaient pas... C'est des choses qu'on voit actuellement, hein, d'ailleurs. Comment ça s'est prolongé ? Ça s'est prolongé par, en fait, l'entreprise a dû être au pied du mur pour réagir. Donc, une mutation très longue de la vision du métier dans un premier temps, puis une accélération avec une privatisation qui n'a pas du tout été bien gérée, et une absence totale de vision humaine dans l'accompagnement du changement. Existe-t-il actuellement en France des situations proches de celles qu'ont connues les salariés de France Télécom il y a 15 ans ? Bon, je pense qu'on peut aller sur le service public en général, hein. France Télécom a été la première boîte à avoir pris un virage mal négocié du service public au modèle privé, au fonctionnement du privé en tout cas. Et quand on regarde tous les établissements de service public actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Moi j'ai toujours une grande affinité pour les hôpitaux, puisque c'est un de mes terrains d'exercice aussi. Très clairement, c'est ce qui se fait beaucoup plus lentement, mais c'est ce qui est en train de se faire exactement de la même façon. C'est-à-dire, le cœur de métier, on ne sait pas bien ce que c'est. À la tête des hôpitaux, à part pour les hôpitaux militaires, mais c'est vraiment une grosse spécificité, pour les hôpitaux civils publics, c'est que des gestionnaires. Il n'y a personne qui a tenu une seringue, il n'y a personne qui sait ce que c'est une blouse, personne ne connaît les inconvénients et les avantages d'un service. Et donc on gère ça comme un hôtel, avec des entrées, des sorties. On gère ça comme un établissement, et c'est depuis la réforme de la tarification à l'acte. L'hôpital doit montrer, doit prouver son budget, qu'elle a bien respecté le budget, qu'elle n'a pas perdu d'argent. Donc, c'est pas comme, ça marche sur le modèle d'un hôtel. Les flux entrants, on dit, c'est le champ lexical des hôpitaux, flux entrants, les flux sortants. Si on est un patient qui a besoin de soins cardio, mais qui n'a plus de patient cardio, on se retrouve en onco où personne ne nous connaît, on est obligé de répéter son histoire 20 fois. Et où les soignants, ils sont pour rien, puisqu'ils subissent exactement le même fonctionnement. Donc il y a le même éloignement de cœur de métier, la même coupure culturelle entre la direction et l'opérationnel, et la même non prise en compte de la souffrance actuelle qui s'exprime déjà depuis, je pense que ça doit faire maintenant une bonne dizaine d'années que plusieurs fois par an on nous dit qu'il y a des hospitaliers qui se suicident. Y compris dans les internes, maintenant, c'est que ça va même chez les étudiants en formation. Bon, est-ce que ça émeut ? Non. Quand ils vont manifester, les pauvres, ils se font taper dessus. Quand ils font grève, ils continuent de bosser parce que c'est des soignants, ils font jamais grève. Donc, est-ce qu'on est en train de retrouver un modèle de France Télécom ? Oui, bien sûr, dans les hôpitaux actuellement, mais c'est-à-dire qu'ils y sont déjà. Et dans l'autre partie de service public, les administrations, les mairies, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se tend aussi. Et pour eux, c'est d'autant plus dur qu'ils ont toujours l'image de la planque. Moi, j'ai beaucoup de patients du service public qui viennent me voir en me disant « En plus, je ne peux pas le dire autour de moi parce qu'on va me prendre pour un fou. Une place à la mairie. » Bon. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de comportements comme ça, un peu plus pervers, qu'on aurait pu tendance à trouver dans le privé, mais qui se retrouvent aussi là-dedans. Donc le glissement se fait très tranquillement, beaucoup plus timidement et surtout sans bruit. Mais il se fait quand même. Ouais. Est-il si difficile de former les managers à l'humain ?
Les sciences sociales et humaines, elles sont complexes, ça c'est sûr, mais on peut les rendre accessibles, ça c'est clair. Je vais vous donner un exemple très concret, puisqu'on est de la partie. Avec une collègue, Laetitia Piette, qui est prof agrégée en sciences sociales, on a monté, alors elle a monté, moi j'ai suivi son impulsion, un enseignement à l'École centrale de Marseille, qui est une école d'ingénieurs, un enseignement de sciences sociales et humaines pour les élèves ingénieurs, pour leur donner une idée de ce qui se passe un petit peu au niveau des gens, quand ils sont en groupe, quand ils sont individuels, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ils comprennent très bien ce qu'on leur dit. Enfin, c'est des gens intelligents, donc il n'y a pas de raison que ce soit complètement imperméable. La vraie question, c'est pas, à mon sens, c'est pas de savoir si c'est trop compliqué à enseigner, parce qu'en fait, rien n'est compliqué à enseigner. Je pense que quand on adapte la pédagogie, il n'y a pas de problème. La question, c'est est-ce qu'on accorde une place à cette idée, à ces concepts-là, dans la formation. Et là, c'est encore autre chose, puisqu'on se faisait le constat, Patrick Légeron, qui est un grand spécialiste de la question, faisait le constat bien avant moi, de dire, dans les écoles de management surtout, on a des cours sur tout, sauf sur l'être humain, alors qu'ils ne vont pas gérer des machines, ils vont gérer des êtres humains. Là où il y aurait quelque chose peut-être à interroger, ce serait sur le rapport à la complexité. Je pense qu'on a un rapport à la complexité qui est assez délicat en ce moment. Ce qui plaît dans ces écoles-là, où ça doit aller vite, ce qui plaît, ce sont des idées simples, ce qu'on appelle des boîtes à outils, ce que je déteste, parce que vraiment les boîtes à outils, c'est bien pour réparer un truc, mais avec l'humain, ça veut rien dire. Donc, tout ce qui est réponse rapide, phrase toute faite, script, scénario, tout ça, c'est génial, et puis les étudiants se sentent bien, ils ont l'impression d'avoir des trucs qui marchent bien. Bon, ça marche bien jusqu'à ce que ça marche plus, ces trucs-là. Si on n'a pas la vision de la chose, ça marche pas. La vision de la complexité, c'est de se dire peut-être qu'on n'arrivera pas à faire, mais on va s'accrocher parce que ça vaut le coup, et l'enjeu est de taille, puisqu'on travaille avec nos semblables. Donc la question de la complexité, est-ce qu'elle a sa place dans l'entreprise actuellement ? Bien sûr que non. Mais quand on s'entend dire dans une boîte, ça c'était à faire pour hier, on voit très bien que la notion de complexité, elle a sa place. Il faut réfléchir en TGV, quoi. C'est plus une culture à revoir dans l'entreprise que la complexité des sciences sociales en elles-mêmes qui sont transmises et transmissibles, je pense, à tout le monde. On entend dire qu'un bon cadre est un cadre stressé. Avez-vous rencontré des managers prenant conscience d'être source de stress pour les salariés ? Là, encore une fois, c'est vraiment dans le contexte d'urgence, oui. On peut arriver à un genre de constat, de dire maintenant, là, ça suffit, en fait. On voit bien que... comment le dire simplement ? Je leur dis souvent, regardez, vous bossez beaucoup, très bien. Imaginons, à partir de maintenant, vous ne dormez plus et vous ne mangez plus. Est-ce qu'à votre avis, vous arriverez à faire tout ce que vous avez à faire ? Mais la réponse est non, puisqu'on s'aperçoit que quelqu'un qui bosse beaucoup, on lui redonne encore. Donc c'est quelque chose qui est complètement sans fin. Ce qui fait que le modèle actuel du cadre, effectivement, l'image, c'est le gars stressé ou la nana stressée qui bosse le week-end. Alors là, c'est magnifique, parce qu'elle est joignable jour et nuit, c'est fantastique, elle travaille le dimanche, c'est formidable. Est-ce que c'est ce qui apporte un cadre de vie épanouissant ? On y revient. Si vous voulez, le modèle de la personne qui bosse tout le temps, jour et nuit, pour sa réussite personnelle, on y revient. Je crois qu'il y a une question, il me semble que vous aviez fait aussi une interview sur l'artisanat, à propos de l'artisanat. Il me semble que la question de l'artisanat, les petits métiers, les petites start-up, ça revient versus des processus industriels, surtout sur la question du sens. L'artisan, il a du sens. Il sait ce qu'il fait, il sait comment il le fait, et surtout, il sait ce qu'il ne sait pas faire. Dans les métiers du tertiaire, on est en train de vendre des trucs qu'on ne sait pas faire. Il n'y a aucun cabinet de conseil qui est capable de dire non à un client. Il va lui dire oui, puis après, il va s'apercevoir qu'il ne sait pas faire, donc il va mettre un gars en tension, il va l'envoyer sur de l'impossible. Ça en devient vraiment étonnant sur la question de la compétence, quoi. Et du métier. La qualité des emplois s'est à ce point dégradée qu'on parle aujourd'hui de bullshit jobs. Comment prendre en compte le mal-être des salariés qui parfois ne savent même pas comment se nomme leur emploi ? Déjà, c'est le premier symptôme d'un travail qui est très parcellisé, qui est très découpé, dans lequel on ne sait pas à quoi on contribue. Ça, c'est vraiment un premier point.
Le deuxième point, c'est vraiment ma question du moment, moi, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est la question de l'intérêt supérieur. À un moment donné, notre travail rend des services ou rend service, ça arrive encore dans cette organisation, rend travail très concrètement, de façon opérationnelle, et puis ça apporte autre chose à la société, à la citoyenneté. Sur les bullshit jobs, comme vous dites, moi je vois plus la question de l'intérêt supérieur. Je comprends pas. Il y a des métiers où, en fait, les gens ne font que parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était il y a 10 ans, il y avait un générateur, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait un générateur automatique de diapos avec des phrases aléatoires. Et ça ressemblait aux diapos qu'on voyait dans les entreprises. On vend des phrases, on vend des mots qui n'ont aucun sens sur la digitalisation, sur du marketing qui a même plus le sens de marketer au sens de vendre un truc ou de préparer la vente d'un truc. On est en train de perdre le sens des mots en inventant de nouveaux. Et dans tout ce néolangage-là, il y a une aspiration du travail. Le travail se fait aspirer dans ce néolangage et on pense qu'on peut constituer de nouvelles activités sur la base de phrases, de tchatch. C'est de la tchatch, hein, c'est du vent, ça mène à rien. Ça. Donc, 1, ça parcellise, c'est segmenté. 2, ça apporte rien du tout à l'intérêt supérieur. Il n'y a aucun enjeu citoyen, il n'y a rien du tout. Et 3, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il se trouve que c'est quand même vachement valorisé. Je vois pas bien ce qu'on va pouvoir dire pour le moment. Moi, je sais que je suis patient parce que ces choses-là, ça se décante toujours à un moment donné. Mais là, pour le moment, ça fait partie des jobs qui sont vachement valorisés. Et je suis toujours effaré de voir sur les réseaux sociaux pro, LinkedIn, autres, les titres. C'est-à-dire que moi, pour rigoler, je me suis mis... j'en avais marre de voir tous ces titres. Pour rigoler, j'ai dit spécialiste du collectif et de l'individu. Parce que j'aurais très bien pu écrire psy, mais ça ne choque personne. Donc je vais tenter spécialiste de la galaxie pour voir si ça choque, mais je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui m'interpelle parce que tout le monde est conférencier international, spécialiste de l'intellect. Il n'y a plus de psychologues, il y a des coachs en développement personnalisé. Donc, on est sur de la vente d'avatars. Voilà. On se constitue une autre personne et on a l'impression que cette personne-là va être utile. Donc, on raconte des choses, on raconte des histoires. C'est la mode un peu du storytelling. Que pensez-vous de la récente réforme du chômage qui cherche à remettre les demandeurs d'emploi au travail à tout prix ? Là, cette réforme du chômage, elle met plusieurs choses en lumière, j'ai l'impression. La première, c'est toujours la réponse rapide, c'est-à-dire que la question de la complexité, on la balaye. Quelqu'un qui n'a pas de travail, pourquoi il n'a pas de travail ? Cette question-là, on la pose plus, c'est fini. Il n'a pas de travail parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas bosser, ça doit faire partie de ces feignants-là qui font que donc... pourquoi et qu'est-ce qui fait que quelqu'un perd son boulot, c'est une question qu'on ne pose pas. Le circuit du mec qui perd son boulot, on ne le connaît pas, ce circuit-là. Donc première question, l'abandon de la complexité. Là, on donne une réponse simple. La deuxième, c'est le travail à tout prix. C'est une question qui est, somme toute, très complexe, puisque, effectivement, on pourrait se dire, écoutez, dans la société actuelle, c'est tendu, donc... on va pas être difficile, on va prendre ce qui vient. Moi, c'est un discours que je pourrais entendre. On est en galère, on prend le premier boulot qui vient. Bon, mais pourquoi pas ? Problème. Est-ce que la personne va être correctement accompagnée pour entrer dans ce taf pour lequel elle n'est pas du tout bien formée ? Deuxièmement, est-ce qu'elle va s'y épanouir ? Même si c'est alimentaire, même si elle ne peut pas supporter quelque chose de terrible toute la journée. Donc, facteur individuel et facteur organisationnel, est-ce que ce travail va durer ? Parce qu'on peut demander à quelqu'un de faire un boulot qui ne lui plaît pas très bien, mais si ce travail dans 6 mois n'existe plus, alors ça amène à quoi ? On repart à zéro, et ça va faire ça, et donc on va être que sur de l'intérim, toute sa vie ? C'est pas possible. Donc il y a un discours, moi, que j'entends, c'est
C'est difficile, on doit se bouger et puis on prend le premier truc qui vient. Très bien. Par contre, on accompagne. Sinon, il y a une perte de sens qui est totale. Et puis, le deuxième point, moi, que je trouve beaucoup plus sensible là-dessus, parce que c'est vraiment un point qui est politisé, on va dire, dans le sens de la gestion de la cité au niveau politique, c'est une vraie question, mais la façon dont c'est politisé, bon, on voit bien que c'est la course aux chiffres. Donc il faut absolument réduire ce chiffre du chômage, n'importe comment. Si bien que, hop, lui il est casé, ça fait un en moins, ça fait baisser les stats. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas ma vision de la vie de la cité, c'est pas ma vision du travail. On voit bien qu'il n'y a pas d'intérêt supérieur là-dessus, il y a un truc sur le jour d'après simplement. Est-ce que la notion de bien-être au travail a véritablement du sens ou reste-t-elle une simple expression ? Bon, bah alors là, pour une fois, je vais pas être nuancé. Non, ça a pas du tout été bien vendu, cette histoire-là. Et pour cause, c'est pas du tout la bonne histoire. La juste histoire, me semble-t-il, pour la question du travail, c'est comment le travail fonctionne. Il y a eu une période où ça a été traité sérieusement, à mon sens toujours, c'est pendant la période des risques psychosociaux. Donc entre 2010 et 2013, ça a explosé cette histoire-là, puis ensuite c'est tombé un petit peu plus sous le joug du bonheur, du bien-être, etc. Pendant les risques psychosociaux, qu'est-ce qu'on faisait ? On décortiquait le travail. C'est-à-dire, il y a 7 indicateurs maintenant, là-dessus, ça a évolué avant un investissement dans la 7, qui décortiquent. Donc on va sur le travail, on regarde comment il est organisé, comment il dysfonctionne, comment il marche bien. C'est magnifique, ça. Avec un bon diagnostic risques psychosociaux, on peut changer une situation, sans aucun problème. Sauf que ça demande une énergie folle. Et puis on a commencé à introduire la question du bien-être. Mais la question du bien-être, c'est une conséquence d'une bonne gestion des risques psychosociaux, c'est pas une question en soi. Donc la question du bien-être, et pire encore la question du bonheur, ce sont des questions qui n'appartiennent pas du tout aux décideurs, qui appartiennent aux équipes, mais dans leur fort intérieur, donc on n'a pas du tout à leur demander d'être heureux au travail. Enfin non, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être heureux, c'est pas une injonction, quoi. Soit il sent bien, soit il sent pas bien. J'ai vu passer un dessin rigolo, là, où le patron disait bon, le bonheur au travail, c'est une affaire sérieuse chez nous. Est-ce que vous vous sentez bien en ce moment ? Et le salarié répond bof. Alors le patron dit bon, je coche, ne réponds pas à ses objectifs. et c'est super parce qu'on voit bien que cette question-là, elle est aussi industrialisée comme les autres. Donc, DRH, ils font ce qu'ils peuvent. Il faut vraiment pas leur jeter la pierre, sauf quand ils le font exprès, mais c'est très 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 rare. On ne peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils sont obligés de suivre le rythme. Les représentants du personnel en général, ils font remonter les infos. Ils font un boulot formidable. Mais les infos, une fois qu'elles sont remontées, qu'est-ce qu'on en fait ? On les pose sur le bureau, on les analyse. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça a quel poids ? Tout ce qui est la médecine du travail aussi, on peut en parler. Hein. Les pauvres, ils sont complètement submergés. Il y a un médecin pour 500 ou 1000 personnes, ça ne veut plus rien dire. Ils ne les connaissent même pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait des informations ? 1, est-ce qu'on récolte des informations ? Si oui, comment ? 2, qu'est-ce qu'on fait des informations ? Et c'est là où il va y avoir une efficacité opérationnelle. Moi, à chaque fois que ça a bien marché, pour parler de ce que je connais, des petites choses que j'ai pu faire, à chaque fois que ça a bien marché, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est concerné par les informations qui remontent ? Oui, alors on agit. Non, bah alors c'est des messages qui sont donnés comme ça, comme la pluie et le beau temps.